Sabrina Lennox n'aurait jamais imaginé que rentrer chez elle 2 heures plus tôt, un mardi après-midi, changerait complètement sa vie. En avançant dans le couloir silencieux de sa villa à Neuilly-sur-Seine, un bruit inattendu la fit s'arrêter net. C'était un rire. Un vrai rire clair, vif, plein de vie, venant de la chambre de Julian, son fils de 6 ans, celui qu'elle croyait incapable de sourire depuis des mois. Julian était né avec la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie rare, qui lui enlevait progressivement toute capacité de mouvement. Depuis le diagnostic posé lorsqu'il avait 4 ans, le petit garçon dépendait d'un fauteuil roulant et de divers dispositifs d'assistance. Chaque fois qu'elle le voyait lutter pour bouger ses petites jambes, le cœur de Sabrina se brisait un peu plus. Et plutôt que d'affronter cette douleur, elle s'était enfouie dans le travail. Réunions sans fin, contrats à plusieurs milliards d'euros, comme si s'épuiser dans le travail pouvait anesthésier l'impuissance d'une mère incapable de sauver son propre enfant. Cette culpabilité persistante la rongeait lentement, transformant Sabrina Lennox en une femme froide, intouchable, admirée dans le monde de la finance, alors que son propre fils était devenu un étranger pour elle. En approchant de la porte entr'ouverte, Sabrina jeta un coup d'œil à travers la fente, et son sang se glaça. Elliot Hayes, l'agent d'entretien qu'elle avait embauché 6 mois plus tôt, était agenouillé près de Julian. Mais ce qui fit cesser son cœur n'était pas la scène en elle-même. C'était ce qu'il faisait. Elliot soutenait délicatement les jambes fragiles du garçon, guidant Julian dans chaque mouvement avec la précision d'un ergothérapeute professionnel. Le garçon gloussait, alors qu'Elliot l'encourageait d'un léger fredonnement, chantant doucement et comptant le rythme. Ses mains rugueuses calleuses à force de nettoyage bougeaient pourtant avec une compétence stupéfiante, précise, tendre sûre d'elle, plus encore que celle des meilleurs thérapeutes pour lesquels Sabrina avait payé des milliers d'euros la séance. « Allez, petit homme, » murmura Elliot. « Tu te souviens de ce qu'on a dit hier? Tu es un brave guerrier. » Julian inspira profondément, rassembla toute sa force et souleva ses jambes tremblantes de quelques centimètres du sol. Ses yeux s'illuminèrent. Elliot sourit et applaudit doucement. « C'est ça. Tu deviens plus fort chaque jour. » Sabrina resta immobile, submergée par une tempête d'émotions. Colère qu'un employé ait osé intervenir dans le traitement de son fils. Confusion en voyant les progrès soudains de l'enfant en seulement quelques minutes. Et un déchirement profond en réalisant que celui qui faisait rire Julian, ce n'était pas elle. Peut-être qu'au fond, il y avait aussi de la jalousie, celle qu'elle n'osait même pas s'avouer. Mais il y avait autre chose. Elliot parlait à Julian avec une terminologie médicale, précise mentionnant des groupes musculaires, des points de tension, des techniques d'extension, avec une aisance telle qu'un frisson parcourut l'échine de Sabrina. Comment un simple agent d'entretien pouvait-il connaître le corps humain avec une telle expertise? Ce mystère se grava dans son esprit et refusa de la lâcher. Et si vous êtes curieux de découvrir qui est réellement cet homme apparemment ordinaire, et comment il allait bouleverser toute la vie de Sabrina, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre le prochain chapitre. Car un simple geste d'Elliot ce soir-là allait complètement briser l'univers de la milliardaire Sabrina Lennox. Elliot Hayes, 34 ans, venait d'un petit village de Normandie. Ses cheveux bruns ébouriffés, ses yeux bleus profonds, marqués d'une lueur de tristesse, et son sourire rare mais chaleureux, évoquait à la lumière douce d'un matin d'hiver. Ses mains calleuses, son dos légèrement voûté, portèrent les traces d'années de travail pénible. 6 mois plus tôt, lorsque Sabrina Lennox l'avait rencontré par l'intermédiaire d'une agence de recrutement, la première chose qui l'avait frappé était son regard. Honnête, calme, sans prétention. Il avait simplement dit « J'ai besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de ma fille. Je travaillerai dur. » Sabrina ne l'avait pas embauché pour un CV impressionnant. Son dossier était presque vide.
Elle l'avait choisi grâce à une intuition silencieuse. Cet homme était digne de confiance. Au fil des 6 mois suivants, Elliot avait prouvé chaque jour que son instinct ne s'était pas trompé. Il arrivait 1 heure en avance chaque matin, sans jamais demander d'heures supplémentaires. Son travail était minutieux soigné et il ne se plaignait jamais. Mais ce que Sabrina ignorait, c'était ceci. Chaque soir, après avoir terminé son service dans la villa Lennox Elliott, prenait le métro puis un bus pour rejoindre un minuscule appartement à Montreuil, où il vivait avec sa fille de 8 ans, Nora. Nora avait les yeux bleus de son père et des cheveux blonds qui lui tressaient souvent en 2 nattes bien nettes. Son sourire était radieux, mais son regard semblait plus âgé que son âge. Les yeux d'un enfant qui avait déjà connu trop de pertes. 2 ans plus tôt, Elena, la mère de Nora, était morte d'un cancer du sein diagnostiqué tardivement. Avant sa mort, ils avaient épuisé toutes leurs économies dans les traitements s'endettant, malgré les remboursements partiels du système de santé et laissant Elliot seul avec une fillette de 6 ans, brisée par le chagrin. Nora n'était pas comme les autres enfants. Elle faisait partie du spectre autistique, ce qui rendait la communication difficile. Après la disparition de sa mère, la seule personne capable de comprendre pleinement son langage émotionnel, Nora avait presque cessé de parler. Elle s'exprimait à travers des dessins, et Elliot avait appris à la comprendre à travers chaque ligne et chaque couleur. Il n'avait eu d'autre choix que de devenir à la fois père et mère. Il lisait des livres, regardait des vidéos, rejoignait des groupes de soutien en ligne pour apprendre à s'occuper d'un enfant autiste. Il apprit à reconnaître quand Nora avait besoin de silence, quand elle avait besoin d'un câlin, et comment transformer ses crises en moments de connexion. Chaque matin, il se levait à 5 heures, préparait le petit déjeuner, emmenait Nora à l'école, puis prenait le métro et un bus pour rejoindre la villa Lennox à Neuilly-sur-Seine. Le soir même épuisé, il s'asseyait à côté d'elle, dessinait, parlait de sa mère et apprenait avec elle comment continuer à vivre. Ce que Sabrina n'aurait jamais imaginé, c'est que cet homme discret qu'elle avait embauché portait en lui un passé qu'il avait essayé d'enterrer. Un passé qui pouvait expliquer pourquoi il maîtrisait si bien des techniques complexes de rééducation physique. Sabrina Lennox, 42 ans, était la PDG de Lennox Innovation, un conglomérat technologique de plus de 2 milliards d'euros basé à la Défense à Paris. Elle avait de longs cheveux noirs, impeccables, des yeux gris glacial et l'allure d'une femme capable de tout contrôler, sauf ses propres émotions. Issue d'une famille de classe moyenne de San Francisco, Sabrina avait travaillé sans relâche pour atteindre les sommets. Mais chaque réussite avait eu un prix. Son mariage avec le célèbre architecte Landon Lennox s'était effondré après le diagnostic de Julian. Incapable de supporter la pression et les heures de travail interminables de Sabrina Landon, était parti il y a 2 ans pour Londres. Il envoyait régulièrement la pension alimentaire, mais n'appelait jamais, ne rendait jamais visite. Peu à peu, Julian avait oublié la voix de son père. Pour lui, son père n'était plus qu'un nom lointain. Depuis lors, Sabrina s'était transformée en forteresse. Elle enfouissait ses sentiments sous le travail, passant 14 à 16 heures par jour au bureau. Elle avait embauché les meilleures équipes médicales, acheté les équipements de rééducation les plus avancés, mais restait rarement assez longtemps à la maison pour passer une après-midi complète avec son fils. La culpabilité la suivait comme une ombre. Chaque fois qu'elle voyait Julian dans son fauteuil roulant, une question la poignardait. « Est-ce ma faute? Ai-je fait quelque chose de mal pendant la grossesse? » Bien que les médecins lui aient assuré que la dystrophie musculaire de Duchenne était due à une mutation génétique spontanée, dont personne n'était responsable, la logique n'avait jamais suffi à calmer la tempête en elle. Alors, elle s'était éloignée de son propre enfant, et plus elle s'éloignait, plus elle perdait la connexion, la confiance et cette douceur maternelle qui autrefois les liait. Julian Lennox,
6 ans, avait des cheveux blonds bouclés, de grands yeux verts brillants et un sourire rare, capable d'illuminer une pièce entière. Il était né en parfaite santé, plein d'énergie. Mais peu après son 4e anniversaire, des signes inquiétants étaient apparus, chutes répétées, difficultés à se tenir debout, faiblesse croissante. Les résultats furent mal sans appel. Dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie génétique qui affaiblit les muscles jusqu'à rendre tout mouvement impossible. Il n'existe aucun traitement curatif. L'espérance de vie moyenne entre 20 et 30 ans. Dès lors, la vie de Julian devint une succession de séances de rééducation, de tests et de larmes. Il dépendait d'un fauteuil roulant de orthèse et de l'aide d'autrui pour les tâches les plus simples. Mais la douleur la plus profonde, c'était la solitude. Son père n'était plus là. Sa mère n'était jamais à la maison. Et ses camarades ne savaient pas comment jouer avec un enfant différent. Julian, autrefois un petit explorateur curieux, était devenu silencieux, renfermé, coupé du monde, jusqu'au jour où Elliot Hayes entra dans sa vie. Un homme qui semblait être là seulement pour nettoyer les sols, mais qui apporta avec lui quelque chose qu'aucun médecin ni traitement coûteux ne pouvait offrir l'espoir. Ce mercredi matin-là, Sabrina ne parvint à se concentrer sur aucune réunion. Tableaux, rapports, chiffres, tout se brouillait dans un brouhaha sans sens. L'image d'Elliot et Julian dans cette chambre revenait sans cesse comme un film bloqué sur une seule scène. L'après-midi, Sabrina prit une décision. Elle rentrerait chez elle plus tôt. Cette fois, non par curiosité, mais parce qu'elle devait l'affronter. Elle devait savoir ce qui se passait réellement dans sa propre maison, dans la vie de son fils. En entrant dans la cuisine, elle trouva Elliot en train de préparer un goûter pour Julian. « Elliot, j'ai besoin de vous parler. » Sa voix était calme, mais son regard était dur comme l'acier. Au sujet d'hier dans la chambre de Julian, Elliot se figea le couteau encore à la main, en train de couper un fruit. Ses épaules se crispèrent, mais sa voix resta posée. « Madame Lennox, je peux expliquer. »« Expliquer, » répéta-t-elle en inclinant la tête, son regard tranchant comme une lame. « Vous jouiez au médecin avec mon fils sans ma permission. Vous n'êtes pas formé pour ça. Vous n'êtes qu'un agent d'entretien. » Elliot baissa la tête. Ses mains tremblaient légèrement. « Je suis désolé, madame. Je ne voulais pas dépasser les limites. » Bien que son ton fût humble, Sabrina sentit quelque chose sous la surface. Une conviction silencieuse, comme si derrière ce calme se cachait une vérité assez puissante pour tout bouleverser si elle était prononcée. « Où avez-vous appris ces techniques ?» demanda-t-elle, la voix plus basse, mais encore plus tranchante. Comment un simple agent d'entretien pouvait-il connaître quoi que ce soit à la rééducation physique? Elliot resta silencieux longtemps, les doigts étroitement entrelacés. Finalement, il parla, la voix basse, mais sincère. « Ma fille Nora, elle était née autiste avec aussi des difficultés motrices. Ma femme Elena était thérapeute. Avant de mourir d'un cancer, elle m'a appris tout ce qu'elle savait pendant 6 ans pour que je puisse m'occuper de notre fille moi-même. Nous n'avions pas les moyens de payer des séances spécialisées, alors j'ai dû apprendre. Je suis devenu le thérapeute de ma propre fille. » Quand Elliot releva les yeux, Sabrina vit pour la première fois le feu derrière son calme apparent. Un feu farouche, résilient, profondément authentique. Nora a 8 ans maintenant. Elle a encore du mal à communiquer, mais elle a appris à réguler ses émotions, à parler avec des camarades, et surtout, elle a appris à croire en elle. Les médecins disaient qu'elle ne pourrait jamais suivre une classe ordinaire. Et aujourd'hui, elle est en CE2 et elle aide même d'autres enfants. Ces mots frappèrent Sabrina comme un courant électrique. La colère qui brûlait encore en elle s'évapora soudain, remplacée par autre chose. De l'admiration teintée de honte.
Cet homme, avec ses mains rugueuses et sa vie modeste, avait accompli ce qu'elle, une femme qui avait le monde à ses pieds, n'avait pas réussi. Il avait guéri un enfant par l'amour. Vous n'aviez pas le droit de prendre des décisions concernant le traitement de mon fils sans mon consentement, dit Sabrina, bien que sa voix se soit nettement adoucie. Vous avez raison, répondit Elliot en hochant la tête, les yeux baissés. Mais Julian était triste. Il avait perdu toute motivation. Je voulais seulement l'aider. À cet instant, une petite voix vint de l'encadrement de la porte de la cuisine. « Maman, tu es rentrée tôt. » Julian apparut assis dans son fauteuil roulant les yeux brillants. Sabrina se retourna et son cœur se serra. Julian était assis plus droit que d'habitude, les épaules relevées. Il paraissait confiant, rayonnant. Dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle croyait disparu pour toujours. De la lumière. « Julian, va dans ta chambre. Les adultes doivent parler. » Les mots sortirent instinctivement. Froid, rigide, dépourvu d'émotion. Le sourire du garçon vacilla et s'éteignit comme une bougie soufflée. Elliot se hâta de s'agenouiller pour se mettre à la hauteur de Julian et dit doucement « Pourquoi tu n'attendrais pas dans le salon? Je t'apprendrai un nouvel exercice dans quelques minutes. » Julian hocha la tête et s'éloigna en roulant. Le silence retomba dans la cuisine. Elliot regarda Sabrina droit dans les yeux. Son ton resta calme, mais son regard demeurait inébranlable. « Madame Lennox, je sais que vous me voyez comme un agent d'entretien. Peut-être que c'est vrai. Mais votre fils progresse, et vous le savez. » Progresser, ricana Sabrina. « Vous êtes là depuis si peu de temps. » « Non, madame, » répondit Elliot, la voix soudain ferme. « J'observe Julian tous les jours depuis 6 mois. Je l'ai vu pleurer parce qu'il pense que personne ne se soucie de lui. Je l'ai vu se surpasser, juste pour ne pas décevoir les professionnels que vous avez engagés. Je vois un garçon intelligent, courageux, qui a seulement besoin que quelqu'un, n'importe qui, croie vraiment en lui. » Les mots d'Elliot résonnèrent dans la tête de Sabrina comme des cloches d'église. À quand remontait la dernière fois où elle avait vraiment regardé son fils? Pas sa maladie, pas son état, mais lui. Mes méthodes ne sont peut-être pas aussi scientifiques que celles des experts, poursuivit Elliot, la voix profonde mais chaleureuse. Mais elles sont fondées sur l'amour, et parfois cela suffit à faire la différence. Sabrina demeura immobile, ses émotions tourbillonnant violemment. Une partie d'elle voulait rejeter tout ce qu'il venait de dire. Sa fierté de femme puissante refusait d'accepter qu'un simple agent d'entretien puisse faire ce que son équipe médicale d'élite n'avait pas réussi. Mais une autre partie, la mère enfouie au plus profond d'elle, ne pouvait nier la vérité évidente. Julian changeait réellement. Pourtant, une question la hantait. Comment Elliot pouvait-il consacrer autant de temps et d'énergie à son fils alors qu'il travaillait déjà des heures exténuantes chaque jour? Qu'est-ce qui poussait cet homme, qui avait déjà tout perdu, à donner encore autant? Cette question allait bientôt mener Sabrina à une découverte qui changerait à jamais la manière dont elle voyait Elliot Hayes. Dans les jours qui suivirent, Sabrina Lennox commença à observer Elliot d'un autre regard. Il n'était plus simplement l'agent discret qui traversait sa maison. Il était un inconnu, un mystère auquel elle ne cessait de penser. Elle devait savoir qui il était vraiment. Sabrina installa discrètement des caméras de sécurité supplémentaires dans la villa. Officiellement pour améliorer la sécurité de Julian. En réalité, pour surveiller chaque geste d'Elliot. Ce qu'elle découvrit dans les enregistrements la désorienta complètement, mais pas de la manière qu'elle imaginait. La première chose qu'elle constata fut qu'Elliot arrivait 1 heure en avance chaque matin et ne demandait jamais 1 minute d'heure supplémentaire. Il restait après la fin de son service, juste pour aider Julian à pratiquer des petits exercices de mobilité.
Le week-end, alors que tout le monde se reposait, il revenait volontairement continuer les séances. Personne ne le payait pour faire tout cela. Quelques jours plus tard, Sabrina fut stupéfaite de découvrir qu'Elliot avait transformé ingénieusement la chambre de son fils en un véritable espace de rééducation maison. Des coussins formaient des obstacles d'équilibre. De vieux élastiques de vêtements servaient d'outils de résistance. Des bouteilles en plastique remplies de sable devenaient des haltères miniatures. Chaque objet ordinaire de la villa, valant plusieurs millions d'euros, avait été détourné en matériel de rééducation improvisé, utilisé avec soin et précision. Un après-midi, Sabrina trouva un épais carnet rempli de l'écriture d'Elliot. À l'intérieur, il avait documenté chaque détail des progrès de Julian. Quels exercices fonctionnaient le mieux? Les réactions émotionnelles du garçon, à chaque séance, ses plus petites victoires. Julian tient son équilibre pendant 3 secondes. Julian a levé son bras gauche 5 fois tout seul. Chaque ligne débordait de patience, de compassion et d'une foi inébranlable. C'était plus sincère, plus humain que n'importe quel rapport professionnel que Sabrina avait jamais lu. Un jour, incapable de résister davantage à sa curiosité, Sabrina décida de suivre Elliot après son travail. Elle voulait voir comment vivait cet homme qui donnait autant de lui-même à son fils quand personne ne le regardait. De loin, elle le vit quitter la résidence, surveiller, prendre le métro, puis un bus pour rejoindre un quartier modeste de Montreuil. Il entra dans une petite maison à la cour négligée et à la clôture écaillée. Environ 1 heure plus tard, il en ressortit avec une fillette blonde d'environ 8 ans. Elle marchait à quelques pas derrière lui, sans lui tenir la main, les yeux fixés au sol timide et réservé. Sabrina la reconnut immédiatement Nora, la fille dont il avait parlé. Ils se rendirent dans un parc tout proche. Elliot étendit une petite couverture sur l'herbe et sortit une boîte de crayons de couleur. Nora s'assit et commença à dessiner en silence. Elliot parlait peu. Il restait simplement assis près d'elle, commentant parfois d'une voix douce. « Cette nuance de bleu est magnifique, Nora. C'est le ciel, n'est-ce pas? » Nora hocha légèrement la tête sans répondre. 1 demi-heure passa. Un petit garçon du parc s'approcha curieux de son dessin. Nora se recroquevilla aussitôt, couvrant son croquis de ses mains. Elliot posa une main apaisante sur son épaule et dit doucement « Nora, ce garçon veut juste voir ton dessin. Tu peux dire non si tu ne veux pas, mais tu peux aussi essayer de lui montrer si tu te sens prête. » Nora leva les yeux vers son père, hésita puis abaissa lentement ses mains. Le garçon sourit. « C'est très beau. » Puis il repartit en courant. Les yeux de Nora s'illuminèrent d'une fierté nouvelle. Elliot sourit et la prit dans ses bras. « Tu as été formidable, ma chérie. Je suis très fier de toi. » À distance, Sabrina resta figée. Ce n'était pas un père ordinaire. C'était un homme qui comprenait chaque souffle, chaque frémissement d'émotion de son enfant, qui savait quand parler, quand se taire et comment nourrir une âme qui avait besoin de douceur plus que de mots. Pendant que Nora continuait de dessiner, Sabrina s'avança. Elliot était assis sur un banc de pierre, le regard plein de tendresse fixé sur sa fille. Lorsqu'il la remarqua, il sursauta et se leva précipitamment. « Madame Lennox, qu'est-ce que vous faites ici? » « Je veux savoir pourquoi vous vous souciez autant de Julian, » dit Sabrina sans détour. Elliot sembla mal à l'aise, clairement déstabilisé d'avoir été suivi. « Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. » La vérité, répliqua Sabrina, son ton tranchant comme du verre. Un simple agent d'entretien ne passe pas des heures chaque jour avec le fils de son employeur. Alors, qu'est-ce que vous voulez réellement? Elliot resta silencieux un long moment. Son regard se posa sur Nora, qui ajoutait soigneusement des couleurs à son dessin. Enfin, il inspira profondément. «
Ma fille n'est pas seulement ma responsabilité, Madame Lennox. Elle est ma raison de vivre. Quand le médecin a dit qu'elle ne pourrait jamais communiquer comme les autres enfants, je me suis juré de lui prouver qu'il avait tort. « Et vous y êtes parvenu ?» demanda Sabrina, sa voix plus douce. « Oui, » répondit Elliot en hochant la tête. « Pas grâce aux exercices de rééducation, mais parce que je n'ai jamais cessé de croire en elle. Je ne lui ai jamais laissé penser qu'elle était faible ou brisée. » Puis il plongea son regard dans celui de Sabrina, son ton calme, mais chargé d'une force tranquille. « Et quand je regarde Juliane, je vois la même chose. Un enfant plein de potentiel, entouré d'adultes qui, sans s'en rendre compte, ont déjà abandonné. » Ces mots transpercèrent Sabrina comme une lame. « Vous êtes en train de dire que moi, j'ai abandonné mon fils » lança-t-elle la voix tremblante de fierté blessée. Elliot secoua la tête. « Je ne blâme personne, madame. Je dis seulement que Juliane a besoin de quelqu'un qui croit à l'impossible. » À cet instant, Nora se leva et courut vers son père, brandissant son nouveau dessin. « Papa, j'ai fini. » Elliot s'accroupit, souriant en le prenant. « Il est magnifique, ma chérie. C'est notre famille, n'est-ce pas? » Nora hocha la tête, puis désigna chaque personnage du bout du doigt. « Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Et ça, c'est maman. » Elle nous regarde depuis le ciel. Elliot la serra fort contre lui, les bras tremblants, mais solides. Ses épaules tremblaient, mais il força un sourire refusant de laisser les larmes couler. Sabrina détourna le regard, le cœur serré. Elle ne voulait pas s'immiscer dans un moment aussi sacré. Mais à cet instant précis, elle comprit tout. Elliot Hayes n'aidait pas seulement Juliane à remarcher. Il poursuivait l'héritage de sa femme défunte, une femme qui avait consacré sa vie à soigner des enfants oubliés. Et à travers cet acte d'amour, il tentait encore de se guérir lui-même. Pourtant, un mystère continuait de hanter les nuits de Sabrina Lennox. Sur certaines images des caméras, elle avait remarqué quelque chose d'étrange à plusieurs reprises. Elliot quittait la villa très tard, presque à 22 heures toujours, avec le même sac en toile noire usé. Où allait-il à une heure pareille, et qu'y avait-il dans ce sac? Une semaine plus tard, Sabrina décida de le découvrir par elle-même. Ce jeudi soir vers 22 heures, Elliot quitta la propriété, comme d'habitude, le sac noir sur l'épaule. Sabrina le suivit discrètement en voiture, en gardant ses distances. Elliot prit d'abord le métro, puis 2 correspondances de bus, en direction de l'est de la région parisienne. Finalement, il s'arrêta devant un bâtiment délabré, à la peinture écaillée, surmonté d'une vieille pancarte presque effacée, « Centre communautaire Sainte-Marie, programme d'aide pour enfants à besoins spéciaux ». À travers la vitre poussiéreuse, Sabrina plissa les yeux, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Elliot se tenait au milieu d'une petite salle modeste, éclairée par quelques néons vacillants. Autour de lui, plus d'une douzaine d'enfants, chacun menant son propre combat. Un garçon en fauteuil, roulant les jambes prises dans des attelles. Une fillette avec des béquilles, avançant par pas lents et tremblants. Un enfant atteint de trisomie, en train d'empiler des cubes de couleurs. Quelques enfants du spectre autistique, comme Nora. Elliot, l'homme qu'elle pensait bon seulement à tenir un balai, se tenait au centre guidant les mouvements et la respiration de chaque enfant. Il parlait doucement, patiemment avec une pointe d'humour. Le fameux sac noir ne contenait aucune valeur, seulement du matériel artisanal, des bandes élastiques de petites balles souples, des bouteilles de sable, des coussins en mousse, même des cuillères en bois, transformées en outils de réflexe. Les enfants l'appelaient tous d'un seul nom. Maître Elliot. Sabrina poussa silencieusement la porte et se glissa à l'intérieur, restant dans un coin. Personne ne la remarqua. Une petite fille nommée Maria, environ 7 ans, tentait de marcher avec des orthèses de jambes. Elliot se mit à genoux près d'elle, la voix pleine d'encouragement. « Allez Maria, on essaie 5 pas aujourd'hui. D'accord, juste 5. » Maria serra les lèvres et hocha la tête. 1 pas, 2,
3, 4, 5. Au 5e, elle éclata de rire, son visage s'illuminant comme un rayon de soleil. Elliot applaudit, son sourire radieux. « C'est merveilleux, Maria. La semaine prochaine, on essaiera 7. » Dans un autre coin, David, un garçon de 9 ans, atteint de trisomie, triait minutieusement des blocs colorés. Elliot l'observait attentivement. « Le rouge avec le rouge, tu te souviens. Tu peux y arriver, champion. » David essaya, échoua, recommença, puis finalement réussit. Il poussa un cri de joie. Elliot éclata de rire et lui tapa dans la main. Non loin, une femme âgée, épuisée, essuyait ses larmes. Lorsqu'Elliot passa près d'elle, elle attrapa sa main. « Maître Elliot, merci. Depuis 6 mois, Maria n'avait pas souri depuis l'accident. Et ce soir, elle l'a fait. Vous m'avez rendu ma fille. » Elliot sourit doucement, sa voix un peu brisée. « Maria est courageuse. Madame Rodriguez, c'est elle qui se guérit elle-même. » Dans son coin, Sabrina sentit sa poitrine se serrer. L'homme devant elle n'apprenait pas seulement à ses enfants comment bouger. Il leur apprenait qu'ils méritèrent de vivre pleinement. Lorsque la séance se termina, les parents repartèrent un à un avec leurs enfants. Elliot resta pour nettoyer la salle et ranger son matériel. Quand il se retourna, il se figea. Sabrina se tenait dans l'embrasure de la porte. « Madame Lennox, j'ai tout vu, » dit-elle calmement en avançant. Ses yeux parcoururent la pièce, le sol en bois craquelé, la peinture écaillée, les chaises en plastique usées. Pourtant l'air était chaud, chargé d'un sens d'une bonté palpable. « Vous faites cela chaque soir. »« Pas chaque soir, » répondit Elliot tranquillement. « 3 soirs par semaine. Le reste du temps, je le passe avec Nora. Et vous n'êtes pas payé. Ni subvention, ni soutien. »« Non, madame, c'est du bénévolat. » Sabrina resta silencieuse, la gorge nouée. Un homme qui prenait 2 bus dans chaque sens, travaillait toute la journée, élevait seul sa fille, et trouvait encore la force et la compassion d'aider des enfants inconnus. Pourquoi, Elliot, finit-elle par demander la voix tremblante. « Pourquoi faites-vous tout cela? » Elliot s'assit sur une vieille chaise, les mains jointes. Sa voix portait de la fatigue, de la douleur, mais aussi une lumière douce et indestructible. Parce que lorsque ma femme Elena était encore en vie, elle consacrait sa vie à des enfants comme eux. Elle était ergothérapeute. Elle ne faisait pas ça pour l'argent. Elle le faisait parce qu'elle croyait que chaque enfant mérite une chance. Il leva les yeux, ses iris bleus brillants. Quand elle est morte, je me suis juré de continuer son travail. Je n'ai pas ses diplômes ni sa clinique, mais j'ai mes mains et mon cœur. Et parfois, ça suffit. Et parfois, cela suffit. Sabrina resta figée, incapable de parler. Elle avait l'impression qu'on venait de lui frapper directement dans la poitrine. C'était donc cela la véritable noblesse. Elle ne résidait ni dans l'argent, ni dans le pouvoir, ni dans le prestige, mais dans la capacité de donner sans jamais attendre la moindre reconnaissance. « Vous savez que vous méritez bien plus que ça, » dit Sabrina, d'une voix soudain adoucie. « Vous méritez d'être reconnu. Vous méritez d'être payé pour ce que vous faites. » Elliot sourit simplement et secoua la tête. « Je ne fais pas ça pour être reconnu, Madame Lennox. Je le fais parce que ces enfants ont besoin de moi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air simple, dépouillé d'une vérité brute. Dans cette petite salle usée d'un centre communautaire, ils résonnèrent comme un sermon. Pour la première fois de sa vie, Sabrina Lennox, cette femme qui avait autrefois cru tout posséder, comprit qu'il existait des choses dans ce monde que l'argent ne pourra jamais acheter. Le lendemain matin, Sabrina Lennox était assise dans son bureau vitré, face au panorama naissant de Paris. Pourtant, son esprit refusait de se calmer. Les chiffres sur son écran se brouillaient remplacés par les visages des enfants du centre Sainte-Marie. Le sourire éclatant de Maria, les yeux fiers de David.
les larmes de gratitude de Madame Rodriguez et surtout l'image d'Elliot. Cet homme qu'elle avait d'abord relégué au rang de simple agent d'entretien s'était révélé être un héros silencieux, transformant la vie de dizaines d'enfants avec ses seules mains et un cœur d'une immense bonté. Mais cette fois, Sabrina ne voulait plus comprendre à travers des caméras ou des suppositions. Elle avait besoin de connaître la vérité directement de sa voix. Ce soir-là, Sabrina demanda à Elliot de rester après son service. Ils s'assirent, l'un en face de l'autre, dans le vaste salon, éclairé par une lumière chaude qui se reflétait sur la coupe en cristal qu'elle tenait tandis qu'Elliot buvait une simple tasse de café noir. Elliot commença-t-elle, calmement mais sérieusement. « J'ai une question à vous poser et je veux une réponse honnête. Avez-vous des qualifications formelles en thérapie? » Elliot resta silencieux quelques secondes, puis expira doucement comme un homme s'apprêtant à déposer un poids qu'il portait depuis des années. « Oui, madame, » dit-il lentement. « Je suis titulaire d'une licence en ergothérapie de l'Université Paris-Est Créteil. J'ai obtenu mon diplôme il y a 5 ans, grâce à une bourse complète en travaillant de nuit pour subvenir à nos besoins. » Sabrina se figea stupéfaite. « Vous voulez dire que vous êtes un thérapeute formé? » Elle se pencha en avant, incrédule. « Alors pourquoi, au nom du ciel, travaillez-vous comme homme de ménage? » Un faible sourire, usé par la vie, traversa le visage d'Elliot, le genre de sourire qu'arborent ceux qui ont appris à accepter les injustices sans amertume. Parce qu'aucun établissement ne voulait embaucher un père célibataire sans expérience clinique dans un service de pédiatrie, dit-il doucement. J'ai envoyé 63 candidatures cliniques, privés centres de rééducation hôpitaux partout en Île-de-France. La réponse était toujours la même. Nous recherchons quelqu'un ayant une solide expérience auprès d'une clientèle haut de gamme. Certains m'ont même dit clairement, nos patientes se sentent plus à l'aise avec des thérapeutes femmes. La mâchoire de Sabrina se crispa une colère vive traversant son regard. C'est du sexisme pur et simple. Oui, répondit Elliot en hochant la tête d'une voix calme mais fatiguée. Mais je ne pouvais pas me permettre d'engager un avocat. J'avais une fille à élever et une montagne de dettes médicales après les traitements contre le cancer d'Elena. Alors j'ai accepté n'importe quel travail qui nous permettait de manger. C'était la première fois que Sabrina entendait toute l'histoire d'Elliot. L'histoire d'un père, d'un mari, d'un homme qui avait tout sacrifié, par amour et par devoir. Elliot poursuivit. Il raconta qu'il avait rencontré Elena à l'université. Elle était en dernière année, lui en deuxième. Ils étaient tombés amoureux, s'étaient mariés jeunes, puis Nora était arrivée avant même qu'ils aient trouvé une vie stable. Quand Nora avait été diagnostiquée autiste à 2 ans, Elena avait quitté son poste dans une clinique réputée pour s'occuper d'elle à plein temps. Elliot, confronté aux dépenses croissantes, avait abandonné ses études et travaillé à temps plein, chantier nuit de garde, tout ce qui rapportait un salaire. Mais il n'avait jamais renoncé complètement à son rêve. Le soir, en rentrant, il étudiait en ligne, suivait des cours gratuits, lisait tous les ouvrages médicaux possibles. Au bout de 4 ans, il avait enfin obtenu sa licence, l'année même où Nora avait fêté ses 6 ans. 2 mois plus tard, Elena avait été diagnostiquée d'un cancer du sein au stade 4. Une année entière de traitements désespérés engloutit tout l'argent, la force, l'espoir. Et lorsqu'elle mourut, Nora n'avait que 6 ans. La voix d'Elliot vacilla. Après la mort d'Elena, j'ai essayé de réintégrer le milieu médical. Mais personne ne voulait de moi. On disait que je manquais d'expérience pratique et que j'avais besoin d'horaires flexibles pour m'occuper de Nora. Aucune clinique privée n'accepte ça. Il regarda Sabrina droit dans les yeux, le regard fatigué mais ferme. Finalement, j'ai compris que je devais choisir ma carrière, ou ma fille, et j'ai choisi ma fille. Le silence envahit la pièce, un silence lourd presque sacré.
Pour la première fois, Sabrina le vit, non pas à travers le prisme d'une employeuse évaluant un salarié, mais comme un homme qui avait tout donné par amour, compassion et sens du devoir. « Comment avez-vous trouvé le centre Sainte-Marie » demanda doucement Sabrina. Elliot esquissa un sourire modeste. « Je ne l'ai pas trouvé, dit-il. Je l'ai construit. » Sabrina cligna des yeux déstabilisés. Elliot expliqua qu'un an plus tôt, il était retourné à l'église Sainte-Marie dans l'est de la banlieue parisienne, là où lui et Elena avaient autrefois fait du bénévolat. Il avait demandé au prêtre la permission d'utiliser une petite salle inutilisée à l'arrière pour organiser des séances gratuites d'exercice et de mobilité pour les enfants à besoins particuliers. Tout avait commencé avec seulement 3 enfants, ceux de voisins et quelques mères célibataires qui ne pouvaient pas se permettre des séances de thérapie. Puis le bouche à oreille avait fait son œuvre. 3 étaient devenus 5, puis 12, puis 15. Comme je n'ai pas de titre professionnel d'ergothérapeute validé pas assez d'heures cliniques, je ne peux pas ouvrir un cabinet privé, expliqua Elliot. Mais je peux toujours enseigner des exercices de mouvement et de coordination en tant que bénévole. C'est la seule faille légale qui me permet de continuer à aider ces enfants. Sabrina hocha lentement la tête. Toutes les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Et quand vous avez rencontré Julian, j'ai vu Nora en lui. Et Elena aussi, répondit Elliot, la voix basse. Un enfant qui avait besoin que quelqu'un croie en lui. Il baissa les yeux. Je sais que j'aurais dû vous demander la permission avant, mais j'avais peur que vous disiez non. Et Julian avait besoin d'aide immédiatement, pas après des formalités. Sabrina ne répondit pas. Elle le regarda seulement, son expression s'adoucissant lourde de réflexion. Alors dit-elle doucement, « Tout ce que vous avez fait pour Julian, c'était de la vraie thérapie. » « Oui, » répondit Elliot fermement. « Chaque technique que j'ai utilisée est fondée sur des preuves. La seule chose que j'ai ajoutée, » il s'interrompit, esquissant un faible sourire. « C'est quelque chose que beaucoup de professionnels oublient. »« Et qu'est-ce que c'est ?» demanda Sabrina. « L'amour, murmura-t-il. » Et à cet instant, Sabrina Lennox, la femme qui avait longtemps cru que l'argent pouvait tout résoudre, comprit enfin. Certains miracles ne s'achètent pas. Ils se construisent doucement, patiemment, par des cœurs qui refusent de cesser d'aimer. Cette nuit-là, Sabrina Lennox ne put pas dormir. Elle resta allongée dans l'obscurité, la lueur des lampadaires glissant à travers les rideaux et dessinant des traits pâles sur le plafond. Chaque mot d'Elliot résonnait dans son esprit. L'histoire d'Elena de Nora, des enfants du centre Sainte-Marie. Et pour la première fois depuis des années, elle dut se confronter à elle-même. Elle avait vécu trop longtemps avec de fausses valeurs. Elle pensait que l'argent, le pouvoir et le statut définissèrent la valeur d'un être humain. Mais Elliot, un simple agent d'entretien, lui avait montré que la vraie grandeur résidait dans la capacité à donner sans rien attendre en retour. Le lendemain matin, Sabrina se réveilla avec une décision qui changerait leur vie à tous les deux. Elle convoqua Elliot dans son bureau, une pièce élégante, bordée de livres, baignée d'une lumière douce, donnant sur le jardin verdoyant. « Elliot, asseyez-vous s'il vous plaît », dit-elle d'une voix calme, plus douce que d'habitude. Elliot hésita, puis s'assit les mains crispées, une tension silencieuse dans les yeux. « J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation. D'hier commença Sabrina. Et j'ai compris que j'avais commis une terrible erreur. » Elliot déglutit, attendant la suite. « Mon erreur, dit-elle lentement, ce n'était pas de vous avoir embauché. C'était de ne pas vous avoir vu. Le vrai vous. Depuis le début. » Elle fit glisser une enveloppe sur le bureau. « Voici votre nouveau contrat, dit Sabrina. Je veux que vous deveniez officiellement l'ergothérapeute privé de Julian.
Votre salaire sera multiplié par 6. Vous aurez une couverture santé complète pour vous, et Nora, et des horaires aménagés pour continuer à vous occuper d'elle. Elliot ouvrit l'enveloppe, les yeux tremblants. « Madame Lennox, je ne sais pas quoi dire. »« Alors laissez-moi finir, » répondit Sabrina avec un léger sourire. « Je finance également la rénovation complète du Centre Sainte-Marie. Vous aurez du matériel neuf, une équipe professionnelle et un budget permanent. Je veux que vous le dirigiez en tant que responsable médical, avec le contrôle total du programme. » Elliot se figea. Des larmes montèrent, glissèrent silencieusement sur ses joues. « Madame Lennox, je ne peux pas accepter ça. C'est trop généreux. » « Non, Elliot. » Sabrina se pencha en avant, la voix ferme mais bienveillante. « Vous le pouvez et vous le ferez. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Vous méritez d'être reconnu pas seulement pour Julian, mais pour chaque enfant dont vous avez transformé la vie. » Elle marqua une pause, la voix plus douce. « Et une dernière chose, je financerai une bourse complète pour que vous puissiez faire un master spécialisé en pédiatrie à l'Université de Paris. C'est un programme flexible. Vous pourrez toujours vous occuper de Nora et poursuivre votre travail. » Elliot baissa la tête, couvrant son visage de ses mains. Il se mit à pleurer, non de tristesse, mais de soulagement. Les larmes d'un homme qui avait trop souffert et qui enfin était vu. Son rêve longtemps enterré venait de lui être rendu. Mais Sabrina savait que la décision finale ne lui appartenait pas. Elle appartenait à Julian. Elle fit appeler son fils dans le bureau. Le petit garçon arriva en fauteuil roulant, les joues roses, les yeux brillants. Sabrina s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Julian, mon cœur, j'ai quelque chose d'important à te demander. Est-ce que tu voudrais que M. Elliot devienne ton thérapeute officiel? Cela veut dire qu'il ne fera plus le ménage. Il sera ici uniquement pour t'aider à t'entraîner. » Les yeux de Julian s'écarquillèrent brillants, comme si Noël arrivait plus tôt que prévu. « Vraiment, maman Elliot sera là plus souvent. »« Ouais, mon chéri, il sera là. » Julian se tourna vers Elliot, un sourire large et sincère, illuminant son visage, un sourire que Sabrina n'avait pas vu depuis des années. « Elliot, ça veut dire que tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? » Elliot s'agenouilla et l'enlaça. « Je ne vais nulle part, petit bonhomme, je te le promets. » Julian serra son cou et murmura « Tu es comme le papa que je n'ai jamais eu. » Sabrina se figea. Une douleur vive éclata dans sa poitrine. Pas parce que l'enfant se trompait, mais parce qu'il avait raison. Elle comprit alors que la lutte de son fils n'avait jamais été seulement dans ses muscles. C'était une lutte contre l'absence, contre le vide, laissé par quelqu'un qui aurait dû croire en lui rester près de lui, l'aimer sans condition. 3 semaines plus tard, le miracle auquel personne n'osait croire arriva enfin. Ce matin-là, Sabrina était dans son bureau du rez-de-chaussée quand elle entendit une voix affolée et excitée. « Maman, maman, viens vite !» Son cœur s'emballa. Elle se précipita, puis s'immobilisa net sur le seuil. Julian se tenait debout, sans fauteuil, sans attelle, sans soutien. Il se tenait debout, tremblant, oui, mais debout. Elliot était agenouillé juste devant lui, les bras ouverts, prêt à intervenir. « Regarde, maman !» cria Julian, la voix brisée par l'émotion. « Je suis debout, Sabrina. » Porta une main à sa bouche, les larmes lui inondant les yeux. Elle avança lentement, comme si un souffle trop fort pouvait rompre la magie fragile de cet instant. « Tu l'as fait, Julian ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mon garçon courageux. » Julian inspira profondément, son regard brillant de détermination. « Je vais marcher maintenant, maman. » Elliot répondit doucement. « Je suis prêt. »« Doucement, petit bonhomme, » dit Elliot. « Souviens-toi de ce que je t'ai appris. De petits pas. Respire. Fais confiance à tes jambes.
Julian hocha la tête. 1, 2, 3. Il leva son pied droit, l'avança de quelques centimètres. Puis le gauche. La pièce entière retint son souffle. 3 pas. Il fit 3 pas complets avant que ses jambes ne lâchent et qu'il commence à tomber. Mais Elliot le rattrapa immédiatement. Julian s'agrippa à lui, haletant les yeux scintillants. « Je l'ai fait. 3 pas, Elliot. Je l'ai fait. » La voix d'Elliot se brisa, tandis qu'il souriait à travers les larmes. « Je suis fier de toi, Julian. Tellement fier. » Sabrina tomba à genoux et les entoura tous les deux de ses bras, sanglotant ouvertement. « Mon fils, tu es incroyable. » Pour la première fois depuis des années, l'espoir remplit son cœur. Pas un espoir clinique ou théorique. Un espoir vrai, né de la foi de l'amour et de la résilience. Et elle sut sans le moindre doute que ce miracle ne venait ni de l'argent, ni des machines, ni de la médecine. Il venait d'un homme ordinaire, un homme dont les mains pouvaient autant nettoyer un sol que relever un enfant, et dont le cœur n'avait jamais cessé de croire au pouvoir de l'amour. Toute belle histoire doit affronter sa tempête. 1 mois après qu'Elliot Hayes fut devenu officiellement le thérapeute de Julian, les difficultés commencèrent à frapper implacables, brutales, inattendues. Lors du suivi médical de routine, le docteur Richard Preston, le neurologue pédiatrique qui suivait Julian depuis le début, examina les derniers résultats avec un sourcil froncé. « Madame Lennox, dit-il lentement, je vois des améliorations inhabituelles chez Julian. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Sabrina, le cœur battant. « La myopathie de Duchenne est une maladie progressive, répondit-il. En théorie, les muscles s'affaiblissent avec le temps. Ils ne se renforcent pas. C'est peut-être grâce à la thérapie intensive, dit Sabrina rapidement, tentant de s'accrocher à l'espoir. Dr. Preston hocha faiblement la tête, mais son regard se durcit. Ou bien, le diagnostic initial était erroné. Je veux réévaluer tout son dossier. Sabrina se figea. Si le diagnostic était faux, alors tous les efforts d'Elliot n'avaient-ils servi à rien? Ou avait-il découvert quelque chose que la médecine n'avait pas encore compris? Mais la conversation ne s'arrêta pas là. Lorsque Julian quitta la pièce, Dr. Preston retint Sabrina. « Madame Lennox, dit-il, en baissant la voix. J'ai appris que vous avez engagé quelqu'un qui n'a pas d'autorisation clinique valable pour traiter votre fils. » Sabrina se raidit. Elliot a un diplôme universitaire en ergothérapie, mais pas de titre professionnel, coupa le médecin les yeux perçants. Légalement, il n'est pas habilité à pratiquer. S'il survient la moindre complication, les conséquences pourraient être graves. Pour lui, comme pour vous. Les mots s'abattirent sur Sabrina comme un poids monstrueux. Pour la première fois, elle douta d'elle-même. Avait-elle fait preuve d'une confiance aveugle? L'amour pour son fils avait-il obscurci son jugement? Puis l'épreuve arriva, non par des mots, mais par la douleur. Un jeudi après-midi, Elliot et Julian étaient en pleine séance dans la salle de thérapie quand Sabrina entendit un cri soudain. « Ah, mes jambes, ça fait mal. » Elle dévala les escaliers, le cœur affolé. Julian était étendu au sol, le visage crispé de douleur, les jambes contractées et tremblantes. Elliot s'agenouilla à côté de lui, tentant de rester calme. « Julian, dis-moi, où est-ce que tu as mal? »« Mes jambes, elles me font tellement mal, » sanglota l'enfant. « Que s'est-il passé ici? » cria Sabrina, en surgissant dans la pièce. Elliot leva les yeux, l'inquiétude inscrite sur tout son visage, même si sa voix resta posée. « Je crois que c'est une contracture musculaire. Nous avons essayé un nouvel exercice. J'ai peut-être trop forcé. Trop forcé. » La voix de Sabrina se brisa, la peur laissant place à la colère. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à mon fils? »« Je suis désolé, » dit Elliot doucement, les yeux pleins de culpabilité.
J'ai mal évalué sa force aujourd'hui. Sabrina appela immédiatement une ambulance. En attendant les secours, elle resta debout dans un coin silencieuse, sans lui adresser un regard. Quelques heures plus tôt, la distance entre eux ressemblait encore à de la confiance. À présent, elle était devenue un gouffre glacé. À l'hôpital, le diagnostic tomba clairement, une grave contracture musculaire des 2 jambes. Julian devrait rester totalement au repos pendant au moins 2 semaines. Le docteur Preston passa plus tard le visage fermé sévère. « C'est exactement ce que je vous avais dit, Madame Lennox », lança-t-il d'un ton chargé de reproches. « Une thérapie non supervisée peut faire plus de mal que de bien. » Sabrina resta assise près du lit de Julian, tenant sa petite main endormie. La culpabilité la rongeait comme de la rouille. Avait-elle eu tort? Sa confiance avait-elle blessé son propre enfant? Ce soir-là, Elliot vint à l'hôpital avec un petit bouquet et une grue en papier que Nora avait plié pour Julian. Mais lorsqu'il s'approcha de la porte, Sabrina se tenait déjà à la droite, calme, inébranlable. « Je pense que vous devriez rentrer chez vous, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Madame Lennox, je vous en prie, laissez-moi expliquer. » « Expliquer quoi ?» le coupa-t-elle, sa voix tremblante mais tranchante. « Que vous avez blessé mon fils, que j'ai été assez stupide pour vous faire confiance. » Les yeux d'Elliot s'assombrirent à blesser. « Je ne ferai jamais de mal à Julian, » murmura-t-il. « Cet enfant signifie... »« Vous n'êtes pas le médecin de mon fils Elliot, » l'interrompit Sabrina, la voix basse secouée. « Peut-être que je l'avais oublié. » Les mots tombèrent entre eux comme une lame tranchant le lien fragile qu'ils avaient construit. Elliot resta immobile un long moment, puis hocha lentement la tête. Il ne discuta pas, ne se défendit pas. Il se contenta de se retourner et de marcher dans le long couloir stérile, ses pas résonnant sous les néons froids, jusqu'à disparaître. Et dans la chambre, Sabrina Lennox s'assit seule près de son fils endormi, écoutant le bip régulier du moniteur cardiaque. La seule présence dans une nuit où l'espoir semblait s'évaporer. Les 2 semaines suivantes furent les plus sombres de la vie de Sabrina Lennox. La villa autrefois pleine de vie était désormais si silencieuse qu'elle entendait le vent glisser contre les vitres. Julian restait à l'hôpital, calme, refermé, distant. Il demandait après Elliot presque chaque jour. Sabrina évitait la question, répétant qu'Elliot était occupé ou qu'il reviendrait bientôt. Mais il ne revint pas. Elle lui avait accordé un congé temporaire, le temps de réévaluer la situation. Puis un phénomène étrange se produisit. Sans Elliot, Julian cessa d'améliorer. En réalité, il régressa. La nouvelle équipe de thérapeutes appliquait chaque protocole à la lettre. Pourtant, Julian refusait d'y participer. Il gardait le silence, fuyait les regards, passait ses journées à regarder fixement par la fenêtre, l'esprit ailleurs. Une nuit, alors que Sabrina était assise près de son lit, la petite voix de Julian brisa le silence faible mais limpide. « Maman, tu détestes Monsieur Elliot ?» La question la traversa comme un éclair. « Non, mon ange. Bien sûr que non. Alors pourquoi il ne revient pas ?» Les larmes roulèrent de sur ses joues. « Il me manque. » Sabrina lui prit la main doucement. « Il t'a fait mal, Julian. Maman veut juste que tu sois en sécurité. » « Ce n'était pas sa faute, » cria Julian brisé. « Je voulais lui montrer que je pouvais le faire. J'ai trop forcé. C'est ma faute. » Sabrina le serra dans ses bras, la culpabilité l'étranglant comme un étau. Entre 2 sanglots, Julian murmura « J'aime Monsieur Elliot. C'est le seul qui croit vraiment que je peux faire des choses. Pas comme les docteurs, pas comme toi. » Les derniers mots la transpercèrent comme une lame. Elle resta silencieuse, parce qu'il avait raison. Au fond d'elle, Sabrina n'avait jamais vraiment cru que son fils pouvait défier la maladie. Elle avait déjà accepté cette fatalité. Mais Elliot, lui,
Il croyait, même quand personne d'autre n'osait, même quand elle-même n'y croyait plus. Le lendemain matin, Sabrina appela le docteur Preston et demanda un entretien privé. « Docteur, dit-elle lorsqu'ils furent assis dans son bureau, j'ai besoin de la vérité. Est-ce que mon fils progressait réellement avant la lésion? Ou est-ce que je me suis illusionné? » Le docteur Preston soupira, retira ses lunettes et ouvrit l'épais dossier médical de Julian. « Madame Lennox, je dois vous avouer quelque chose. » En comparant les résultats actuels à ceux d'il y a 6 mois, Julian montrait une amélioration remarquable. La force musculaire avait augmenté de près de 40%, la coordination motrice de plus de 50%. Je n'ai jamais vu de tels chiffres chez un patient atteint de Duchenne, dit Dr. Preston. Les yeux de Sabrina s'écarquillèrent. Alors, Elliot avait raison. Dr. Preston hocha doucement la tête, son ton s'étant adouci. Il a fait quelque chose, c'est certain. Je ne peux pas l'expliquer médicalement. Peut-être un mélange de thérapie physique et d'influence psychologique. Julian croyait en M. Hayes. Et parfois, la croyance elle-même provoque un changement réel mesurable. Il marqua une pause avant de poursuivre. Quant à la contracture musculaire, pour être honnête, cela peut arriver dans n'importe quel programme de rééducation intensif, même sous ma supervision. D'après les observations consignées, M. Hayes a réagi correctement. Il a immédiatement arrêté, évalué la situation et demandé de l'aide. Il n'y a eu aucune erreur professionnelle. Sabrina sentit un poids immense se soulever de ses épaules. « Alors, docteur, que dois-je faire maintenant? » Dr. Preston esquissa un léger sourire. « Faites-le revenir. Mais cette fois, faites-le correctement. Je travaillerai avec M. Hayes en équipe. J'apporterai la base médicale. Et lui apportera ce que nous autres médecins oublions trop souvent, l'amour et la foi. » Cet après-midi-là, Sabrina se rendit à Montreuil, là où vivait Elliot. C'était la première fois qu'elle pénétrait réellement dans son univers. Un appartement modeste, une chambre, un petit salon faisant office de cuisine, une salle de bain étroite. Rien de luxueux, mais propre, ordonné, paisible. Au mur étaient accrochés des dizaines de dessins de Nora, des soleils des tournesols, et un qui représentait un garçon en fauteuil roulant, souriant entre 2 silhouettes. Lorsqu'Elliot ouvrit la porte, il se figea. « Madame Lennox, puis-je entrer? » Il hocha la tête et s'effaça. Nora était assise par terre, coloriant calmement. Elle leva les yeux curieuse, mais silencieuse. « Bonjour Nora, » dit doucement Sabrina. « Tes dessins sont magnifiques. » La fillette regarda son père, attendant son signal. Elliot lui fit un petit signe de tête. Nora hésita, puis prit son dessin le plus récent et le tendit à Sabrina. Il montrait 3 personnages, un homme, une fillette blonde et un garçon en fauteuil roulant, tous souriants sous un ciel bleu. « C'est Julian, » dit Nora d'une voix douce. Ses premiers mots adressés à Sabrina. « Tu connais Julian, papa, m'a dit » murmura-t-elle avec un léger sourire. « Il a dit que Julian est très courageux. » Sabrina serra le dessin contre elle, la gorge serrée. Elliot n'avait pas seulement aidé Julian. Il avait appris à sa fille la compassion, l'empathie et le courage de voir le meilleur chez les autres. Quand Nora fut couchée, Sabrina et Elliot s'assirent l'un en face de l'autre sur le vieux canapé. Le silence n'était interrompu que par le tic-tac régulier d'une horloge murale. « Elliot, » commença Sabrina, la voix tremblante. « Je suis venue pour m'excuser. Je t'ai traité injustement. Je t'ai blâmé à cause de ma propre peur. » Elliot secoua doucement la tête. « Vous ne me devez rien. J'étais responsable de la blessure de Julian. Volontairement ou non, c'était ma faute. » « Non, » dit Sabrina, fermement sa voix se brisant. « Julian s'est dépassé. Il voulait t'impressionner. Et honnêtement,
Dr. Preston a dit que la contracture faisait partie du processus normal de récupération. Les yeux d'Elliot s'ouvrirent légèrement. Dr. Preston a dit cela, oui, et il veut que tu reviennes officiellement cette fois. Tu travailleras aux côtés de l'équipe médicale. Plus personne ne te traitera comme un intrus. Un instant, les yeux d'Elliot scintillèrent un mélange fragile d'espoir et d'incrédulité. Puis il baissa le regard, sa voix plus basse. Après tout ce qui s'est passé, après ce que les gens ont dit sur moi, pourquoi voudriez-vous encore de moi? Sabrina ne répondit pas immédiatement. Elle tendit la main et prit doucement la sienne. Parce que mon fils t'aime. Parce que Julian croit en toi comme il n'a jamais cru en personne. Et parce que j'ai compris que tu as donné à ma famille quelque chose que je n'ai jamais pu acheter. Elle inspira difficilement. Tu nous as donné l'espoir. J'ai eu tort de te sous-estimer. Tort de laisser le monde décider à ma place. Et surtout, tort de ne pas croire en ce en quoi mon fils croyait. Elliot resta silencieux un long moment. Puis il hocha lentement la tête et attira Sabrina dans une brève étreinte. Pas romantique, mais profondément humaine, pleine de gratitude et de pardon. « Je reviendrai, dit-il, doucement. Pas pour le titre, ni pour le salaire, mais pour Julian. Parce que ce garçon mérite la meilleure chance que nous pouvons lui donner. » Et à cet instant, deux personnes qui vivaient autrefois dans des mondes opposés, une milliardaire et un père célibataire, partagèrent enfin la même certitude. L'amour donné sans condition peut guérir les blessures les plus profondes. Julian fut autorisé à sortir une semaine plus tard. Lorsqu'il franchit la porte de la villa et aperçut Elliot l'attendant dans le salon, son visage s'illumina comme si le soleil venait de se lever à l'intérieur de la maison. « Elliot » cria-t-il en essayant de courir malgré ses jambes encore faibles. Elliot avança et le prit dans une accolade serrée. « Je suis là, petit bonhomme. Je t'ai promis que je ne partirai pas. » À partir de ce moment-là, tout commença à changer. Le docteur Preston tint parole. Il mit en place une équipe de soins intégrés pour Julian, un modèle combinant médecine-thérapie et psychologie. La Dre Patricia Morgan, psychothérapeute pour enfants, aidait Julian à gérer ses émotions, surmonter ses peurs et renforcer sa confiance. Emily Ross, nutritionniste, élaborait un régime soutenant la régénération musculaire et l'énergie. Chaque semaine, toute l'équipe se réunissait autour de la petite table du bureau de Sabrina pour examiner les progrès de Julian et ajuster son programme. Pour la première fois, la science et la bienveillance humaine avançaient d'un même pas. Mais celui qui changea le plus, ce n'était pas Julian. C'était Sabrina Lennox. La femme qui passait autrefois 16 heures par jour en réunions et en transactions à plusieurs millions réduisit peu à peu son planning. Désormais, chaque après-midi à 17 heures, elle quittait le bureau, montait dans sa voiture et rentrait directement chez elle pour être à l'heure à la séance de thérapie de son fils. Au début, s'asseoir par terre en survêtement pour pratiquer de simples mouvements avec son enfant lui paraissait étrange, presque maladroit. La femme qui avait vécu en talons aiguilles et dans les salles de conseil devait maintenant s'accroupir, poser ses mains sur les jambes tremblantes de son fils. Elliot la guida avec douceur. « Madame Lennox, placez vos mains ici. Sentez les muscles de Julian quand il essaie de lever la jambe. Vous remarquerez la différence entre la tension et la détente. » Sabrina obéit les mains tremblantes. Et pour la première fois, elle se connecta réellement à son enfant, non par les mots, mais par le ressenti. Elle pouvait percevoir chaque muscle qui s'activait, chaque respiration maîtrisée, chaque petite victoire que Julian remportait. « Tu t'en sors très bien, Julian, » murmura-t-elle, la voix hésitante mais chaleureuse. « Je suis très fière de toi. » Julian leva les yeux ronds et brillants. « Maman, tu le penses vraiment? » Sabrina sourit, les larmes montant. « J'ai toujours été fière de toi, mon cœur. Je ne savais juste pas comment te le dire. »
Un samedi après-midi, Sabrina décida de faire quelque chose de spécial. Elle invita Elliot et Nora à déjeuner à la villa. Nora entra dans la vaste maison, les yeux écarquillés. Elle tourna sur elle-même dans le hall, leva la tête vers le plafond haut et murmura. On dirait un château de contes de fées. Julian, guidé prudemment par Elliot dans les escaliers, s'illumina en la voyant. Il pouvait désormais marcher avec assistance, une prouesse inimaginable 2 mois auparavant. « Salut, j'ai beaucoup entendu parler de toi, dit-il. » Nora regarda Julian, puis le fauteuil roulant posé dans un coin curieuse. « Papa a dit que tu ne pouvais pas marcher. »« Avant non, » répondit Julian fièrement. « Mais maintenant j'apprends. C'est ton papa qui m'aide. »« Papa est très fort, » répondit Nora simplement, puis elle lui tendit la main. « Tu veux voir mes dessins? » Les 2 enfants partirent dans le jardin, laissant les adultes dans la cuisine baignés de soleil. Sabrina et Elliot préparèrent le déjeuner côte à côte. Une scène simple, et pourtant nouvelle. Sabrina rit doucement. « Cela fait longtemps que je n'ai pas tenu un couteau de cuisine. »« Ce n'est pas grave, » répondit Elliot en souriant. « J'ai le sentiment que vous réussissez tout ce que vous décidez d'apprendre, même la cuisine. Vous savez encourager les gens, » répondit-elle plus douce qu'elle ne l'avait jamais été. Ils parlèrent facilement du travail de Nora, des enfants de Saint-Marie. Puis Sabrina, le regard vers le jardin, où les enfants dessinaient, dit soudain « Merci d'être venu. Et merci d'avoir amené Nora. Julian a besoin d'une amie. »« Nora aussi en a besoin, » répondit Elliot. « Elle n'en a pas beaucoup à l'école. Les autres enfants ne la comprennent pas toujours. »« Julian, c'est pareil, » soupira Sabrina. « Peut-être qu'ils pourront s'aider mutuellement. » Ils se turent, observant la scène à travers la fenêtre. Julian tentait de recopier un dessin de Nora, ses traits maladroits, tandis que Nora l'encourageait patiemment, sans se moquer, sans juger. Nora a un don, dit Sabrina. Elle est très patiente. C'est parce qu'elle sait ce que ça fait. Quand les autres ne le sont pas, répondit Elliot doucement. Elle m'a appris bien plus que ce que je lui ai appris. Sabrina se tourna vers lui. À cet instant, avec l'odeur de sauce tomate parfumant la cuisine, elle vit en Elliot non seulement un père dévoué, mais un homme de patience, de foi, de bonté. « Vous êtes un père merveilleux, Elliot, » dit-elle doucement. « J'espère seulement qu'un jour, je pourrai devenir le genre de mère que vous êtes, à votre façon. » Elliot plongea son regard dans le sien, ses yeux doux. Il posa une main légère sur son épaule, un geste simple, sincère. « Vous êtes déjà en train de le devenir, Madame Lennox, dit-il. Je le vois chaque jour. » Leurs yeux se croisèrent, silencieux, compréhensifs. Dans le jardin, les rires de 2 enfants flottèrent dans l'air, comme la bande sonore d'un nouveau départ. Une famille qui se formait, non par le sang, mais par la confiance, le courage et l'amour inconditionnel. L'histoire de Sabrina, Julian Elliot et Nora est un rappel doux mais profond que ne jugez jamais les gens selon leur métier ou leur statut. La véritable valeur ne se trouve ni dans les titres, ni dans l'argent, mais dans le cœur, dans la manière dont nous aimons, faisons confiance et donnons. Les miracles viennent souvent des endroits auxquels on s'attend le moins. Parfois, la personne qui transforme toute votre vie est celle que vous aviez autrefois ignorée. Il n'est jamais trop tard pour changer. Sabrina avait 42 ans lorsqu'elle a enfin appris à être mère de tout son cœur et non par simple devoir. Le handicap ne définit pas une personne. Julian et Nora prouvent que les limites vivent dans l'esprit, non dans nos capacités, ni dans nos rêves. L'amour est le plus puissant des remèdes. Aucune technologie, aucune richesse ne peut remplacer une attention sincère, une compassion véritable. Si cette histoire vous a touché,
Souvenez-vous que chacun de nous peut être l'Eliott de quelqu'un, celui qui ose croire, qui sait patienter, qui apporte de l'espoir quand le monde détourne le regard. Et peut-être qu'un jour, nous serons aussi une Sabrina, quelqu'un qui apprend à regarder au-delà des apparences pour reconnaître la vraie valeur d'un être humain. N'arrêtez jamais de croire au pouvoir de la bonté. N'arrêtez jamais de croire que les gens peuvent d'un changer. Et surtout, n'arrêtez jamais d'aimer. Si vous croyez au pouvoir des histoires bienveillantes, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Car qui sait, vous pourriez être le miracle de l'histoire de quelqu'un d'autre.